Et tout de suite, les infos. Nous sommes mercredi 23 avril 2025. Monsieur, dames, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio Gakwa émettant à Maradi et ses environs. Il est midi, c'est l'heure de votre journal en français. C'est dans une présentation de Daud Gabachausa. Au sommaire de cette édition d'information, la coupe de lutte traditionnelle du président de la République a débuté hier à Maradi. Les premiers combats ont eu lieu dans la soirée. Le détail dans un instant. L'utilisation du chlorvos ou pia en Hausa pour tuer les insectes n'est pas sans conséquence sur la santé de l'homme. Le reportage dans ce journal. Ouest du Mali, plusieurs dizaines de corps découverts près du camp militaire de Kouala. Est de la RDC, l'ONU dénombre une hausse vertigineuse des violences faites aux femmes. Messieurs, dames, bienvenue dans ce journal. L'arène de lutte traditionnelle Yacouba Ango d'Ikantou de Maradi accueille du 22 au 24 avril 2025 la 12e édition de la Coupe du Président de la République à lutte traditionnelle. Un événement de taille où 16 lutteurs, soit 2 représentants par région, s'affrontent pour décrocher ce trophée symbolique. Véritable incarnation de la fraternité et de la cohésion nationale. Reportage Mohamed Maman. Ce tirage au sort a marqué l'ouverture officielle du tournoi, constituant une première étape décisive pour les 16 lutteurs sélectionnés. Il s'agit ici d'un tirage de classification visant à organiser les combats à venir. Comme un clin d'œil au public local, c'est Aïbo Hassan, véritable coqueluche de la lutte traditionnelle à Maradi, qui a ouvert les hostilités. Fidèle à son style expéditif, il n'a eu besoin que de quelques secondes pour s'imposer. Pour lui, pas question de perdre du temps, surtout quand il sait que tout le public est acquis à sa cause. Tout lutteur qui bénéficie du soutien de son public ne peut que remercier Dieu. Déjà, pour ce tournoi, je vois une lueur d'espoir et je prie pour sortir vainqueur de cette compétition. J'ai remporté mon premier combat et je demande à Dieu de me donner la chance d'aller jusqu'au bout pour offrir une coupe à ma région. Ce serait une grande fierté pour moi, surtout que ce tournoi se tient chez nous, ici à Maradi. Un tel sacre ne fera qu'accroître ma notoriété auprès du public. Que Dieu ait pitié de moi et m'accorde cette victoire, car comme tu peux le constater, ici, tout le monde est derrière moi. Le combat le plus spectaculaire de la soirée a opposé le gladiateur des arènes, Isaka de Dosso, à un jeune lutteur promoteur de Tilaberi, Salhamaman. Malgré son visage juvénile, ce dernier a tenu tête à son adversaire avec bravoure durant plus de 9 minutes. Même s'il a finalement mordu la poussière, il affirme n'avoir ressenti aucune crainte face au grand Isaka. Je remercie Dieu, mais pour ce combat, c'est simplement sa chance qui a parlé. Je n'ai pas eu peur de lui, loin de là. Nous sommes tous ici pour remporter la coupe. Et aujourd'hui, Dieu lui a donné l'occasion de me terrasser. Mais je ne perds pas espoir. Mon tour viendra, je suis convaincu. Ce n'est que partie remise. Aujourd'hui, c'était juste sa chance. Rien de plus. L'ambiance festive et colorée a de quoi réjouir les organisateurs. Le président de la Ligue régionale de lutte traditionnelle, Malantassiou, se félicite de la mobilisation du public et de la qualité des combats offerts lors de cette première soirée. Tous ces lutteurs sont nigériens, sans exception, qu'ils viennent de Maradi, des Zender ou de Dosso. Nous sommes les mêmes. Nous ne voulons aucune forme de distinction entre nous. Peu importe qui remportera cette coupe, nous prions Dieu pour que nous puissions le célébrer ensemble, dans l'esprit de fraternité, et que la même ambiance règne dans une autre région lors des prochaines éditions. Il a dit, j'ai confiance en nos lutteurs. S'ils ne remportent pas la coupe cette fois, ce sera simplement la volonté de Dieu. Et bien sûr, nous prions pour que Maradi décroche ce trophée. Les 8 lutteurs invaincus s'affronteront dans la soirée de ce mercredi 23 avril pour les quarts de finale, avant la grande finale prévue le jeudi 24 avril 2025. Trop fort en odeur et potentiellement dangereux, le duclovos ou pia en Hausa est un insecticide couramment utilisé dans l'agriculture et la lutte contre les moustiques.
Dans les chambres, nombreuses sont les personnes qui l'utilisent pour tuer les moustiques et pouvoir dormir paisiblement, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé humaine à long terme. Suivez ce reportage de Moustapha Maïnassar. On utilise le dichlorvos pour les légumes, surtout contre les insectes, mais on ne sait pas vraiment si c'est dangereux. C'est l'avis de nombreux producteurs que nous avions interrogés sur l'utilisation de ce produit. Une utilisation qui a des conséquences directes sur l'environnement d'abord, ensuite sur la santé de l'homme. Maman Issaka Saleh Moussa est membre de l'initiative pour l'arbre de Maradi, une structure des jeunes qui œuvrent dans la protection de l'environnement. Au niveau des gens qui font les maraîchages, par exemple, ils viennent dans la matinée, ils font leur pulvérisation de ces produits et dans la soirée, ils vont les récolter pour aller les vendre dans les marchés. Pour le cas de la départisation des sols du moins, vous savez, la partisation des sols, il y a un lien avec les micro-organismes qui détruisent les débris végétaux. Les débris végétaux ils contribuent à la partisation des sols. En utilisant ces pesticides comme le PAPA, donc, ils sont là pour détruire ces insectes ravageurs des plantes. Donc c'est pourquoi raison pour laquelle nous on conseille d'utiliser les nouveaux systèmes que nous appelons agroécologie. Qui dit agroécologie, c'est l'utilisation des produits bio sains. Par exemple, on peut utiliser les feuilles de Nîmes ou les graines de Nîmes, les piments rouges ou le tabac pour faire la lutte contre les ravageurs des plantes. Selon les spécialistes de la santé, le dichlorvos est classé comme cancérigène par l'OMS. L'exposition fréquente ou prolongée est très risquée. Mohamed Dahadoud Ali, analyste en santé publique, numérique et innovation. Des conséquences graves sur la santé humaine, allant d'effets aigus aux symptômes chroniques. En cas d'exposition directe, des symptômes immédiats peuvent apparaître, tels que les nausées, vomissements, diarrhée, maux de tête violents, vertiges, troubles de vision, hypersalivation, transpiration excessive ou tremblement musculaire. Dans les cas graves, des convulsions, paralysie respiratoire, coma ou décès peuvent être observés. En ce qui concerne les effets chroniques, en cas d'exposition répétée, des atteintes neurologiques peuvent être observées, telles que des neuropathies périphériques, des troubles cognitifs, un risque accru de maladies neurodégénératives telles que Parkinson. Ce produit est aussi suspecté d'être cancérigène, ce qui lui a valu son retrait du marché européen depuis des années. Et il a aussi un impact sur la reproduction. Il réduit la fertilité par l'altération des spermatogénèses et de la spermatogénèse, risque des malformations fœtales chez les femmes enceintes exposées. L'exposition des enfants lors du stockage des aliments traités avec ce produit et aussi les consommateurs, la prise de ces produits ayant été traités avec cet insecticide rend vulnérables ces utilisateurs. Le dichlorvos est un héritage toxique à éradiquer. Son élimination progressive sauvera des vies, protégera les écosystèmes et encouragera une agriculture durable. À Maradi, les campagnes de sensibilisation restent encore rares. Beaucoup manipulent le produit sans protection. Il faut une formation adaptée, surtout dans les zones rurales. Entre nécessités agricoles et risques sanitaires, l'usage de dichlorvos à Maradi pose un dilemme. Il devient urgent de former, d'informer et peut-être d'envisager des alternatives plus sûres pour la santé de tous. Le midi passé de 9 minutes, actualité internationale à présent. Moustapha Menassara, bonjour. Bonjour, Zazaou. Au Mali, plusieurs dizaines de corps ont été découverts près du camp militaire de Kouala, dans la région de Koulikoro, à l'ouest du pays, dans la nuit du 21 au 22 avril. La découverte a été faite par des personnes à la recherche de leurs proches arrêtés par l'armée malienne et les paramilitaires de Wagner à Seba-Bougou, dans le cercle de Diama, toujours dans la même zone. L'état de décomposition avancée des corps empêche leur identification.
Effectivement, plusieurs sources communautaires et habitants affirment cette découverte. Aucune certitude n'existe pour l'instant sur le nombre exact de corps retrouvés ni sur leur identité. Pour un témoin, il est difficile d'identifier les victimes à cause de l'état de décomposition avancé des corps. Sur certains d'entre eux, il ne reste que la peau et les os quand il ne s'agit pas de simples squelettes, explique-t-il. Selon lui, seuls les vêtements peuvent éventuellement permettre une identification. Ce même témoin raconte aussi sa frayeur. Il faisait nuit et on était très proche du camp militaire. On l'a vite fui par peur d'être vu. Cette découverte intensifie l'angoisse des proches de la soixantaine de personnes arrêtées le samedi 12 avril 2025 à Sebagoubou par l'armée malienne et le groupe Wagner. Elles ont été menées vers une destination inconnue et depuis, leurs proches n'ont reçu aucune information à leur sujet. Les forces armées maliennes n'ont pas communiqué ni sur ces arrestations ni sur la découverte des corps. Cette zone est frontalière des trois régions de Koulikoro, Nara et Nioro du Sahel. Elle est le théâtre d'affrontements depuis plusieurs années entre le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jinim affiliés à Al-Qaïda et l'armée malienne accompagnée de ses supplétifs russes de Wagner. En mars 2024, une trentaine de militaires maliens avaient été tués dans une violente attaque revendiquée par le Jinim. En République démocratique du Congo, l'Est du pays est toujours en proie aux complices armés. Cette situation a d'importantes répercussions sur les civils. Selon la dernière note du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, la situation des droits humains s'est dégradée dans le pays depuis le mois de février 2025. Les violations sont concentrées dans les zones de conflit situées dans l'Est du pays. L'ONU a recensé depuis le mois de février plus de 1200 victimes de violations et atteintes aux droits humains dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Comme pour les périodes antérieures, ce sont dans les provinces en conflit qu'il y a le plus de signalements. Le Nord Kivu, l'Ituri, mais aussi le Sud Kivu où le nombre de violations a augmenté de 158% en tout juste un mois. Le Bureau de coordination des Nations Unies pour le droit humain alerte particulièrement sur la flambée de violences basées sur le genre. Plus de 152%, même inquiétude concernant les violations affectant les enfants, plus de 137% par rapport au mois de janvier. Là encore, c'est dans les zones de guerre que l'on retrouve le plus de cas. La situation s'est aussi dégradée dans les provinces qui ne sont pas en conflit. Près de 45 violations et atteintes aux droits de l'homme ont été enregistrées par les Nations Unies dans le reste de la République démocratique du Congo, soit une augmentation de 28%. Pour le bureau conjoint, cette donnée reflète l'augmentation des arrestations et détentions arbitraires dans les provinces du Haut-Katanga et de Kinshasa dans le contexte de l'expansion du M23. Merci Moustapha Mendesara pour les détails. Et c'est ainsi que prend fin cette édition d'information de la mi-journée. Journal réalisé par Moustapha Mendesara, présenté par Dord Garbouchonsao et merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute. Le programme continue sur la radio Kakwa.